Les temps modernes publiaient à leur tour des témoignages effrayants. Dans l'Express, Jean-Jacques Servan-Schreiber, publiquement appuyé par le général de Bollardière, égrenait ses souvenirs de lieutenant en Algérie. Les cardinaux et archevêques, les églises protestantes parlaient. Robert Lacoste s'obstinait dans le mensonge, inaugurant une série d'expressions truculentes pour désigner ceux qui dénonçaient les tortionnaires, parlant tantôt des exhibitionnistes de l'intelligence et du cœur, tantôt de l'opération conscience, s'écriant le 21 mars à l'Assemblée « Que faut-il penser de cet avocat musulman, d'ailleurs fort éminent ?» Ahmed Boumendjel, accusant les forces de l'ordre d'avoir fait subir à un de ses confrères d'Alger, Ali Boumendjel, un traitement le conduisant à la folie. Or, la prétendue victime de cette abomination, après une tentative de suicide qui a été constatée, a tout simplement été assignée à résidence. Le surlendemain, on apprenait le suicide entre parenthèses d'Ali Boumendjel. René Capitan, professeur à la faculté de droit, ancien ministre, suspendait ses cours en signe d'indignation. Non, décidément, le mensonge pur et simple devenait impossible. Le ministre de la Défense nationale accuse-t-il les témoins d'être complices, dans la mesure où ils n'auraient point informé les autorités hiérarchiques dont ils dépendent qu'il reçoit une lettre du doyen de la faculté de droit d'Alger, M. Péréga, décrivant une scène qui ressemblait fort à une exécution sommaire. Déclarait-il que le général Paris de Bollardière avait quitté son commandement pour des raisons familiales, que celui-ci prenait publiquement position. Guy Mollet fut beaucoup plus subtil et parvint même à émouvoir. « C'est le gouvernement qui veut savoir la vérité », s'écria-t-il un jour, qu'il était interpellé sur l'affaire Boumendjel. Il ne nia rien, minimisa tout. « Parlons clair », déclara-t-il le 14 avril aux militants de la Fédération socialiste de la Marne. Sans doute des actes de violence extrêmement rares ont été à déplorer, mais ils ont été, je l'affirme, consécutifs aux combats et aux atrocités des terroristes. Quant aux actes de torture prémédités et réfléchis, je dis que si cela était, ce serait intolérable. On a comparé à ce sujet le comportement de l'armée française à celui de la Gestapo. Cette comparaison est scandaleuse. Hitler donnait des directives qui préconisaient ces méthodes barbares, tandis que Lacoste et moi avons toujours donné des ordres dans un sens absolument contraire. Des enquêtes ont d'ailleurs été ordonnées et des condamnations prononcées, et qui ont sanctionné des actes répréhensibles. Mais ceci, je le répète, pourrait presque se compter sur les doigts de la main. Christian Pineau, ministre des Affaires étrangères, agissait de même à l'ONU, qualifiant dans son discours du 4 février 1957 les accusations lancées contre la France de fantastiques, réduisant les faits les plus graves sur lesquels le gouvernement possédait par les rapports de Jean Marais notamment, les informations les plus précises, à des incidents banals. Pour calmer l'émotion, Guy Mollet créait une commission de sauvegarde des droits et des libertés individuelles, composée plutôt d'éminentes personnalités. L'opinion rassurée se taisait peu à peu, et surtout la technique était désormais bien au point. Il fallut la publication, le 12 février 1958, de la question d'Henri Alleg et sa saisie le 27 mars pour que le débat soit à nouveau engagé sérieusement. En évitant toutefois que les poursuites lancées contre ce genre de publication aboutissent jamais à un procès, Guy Mollet et ses successeurs surent contenir le débat dans de sages limites. Ils disposaient d'ailleurs d'autres moyens plus discrets pour vaincre la campagne contre les tortures. Dans une lettre à l'archevêque de Paris, Guy Mollet menace de supprimer les subventions
aux écoles catholiques parce qu'un prêtre s'est permis de lui envoyer un dossier sur les faits dont il avait été témoin. C'est dans une revue publiée par les services de Max Lejeune, la revue militaire d'information, que les spécialistes de la guerre subversive publiaient leurs théories contre-terroristes. L'État subventionne ainsi ceux qui l'intoxiquent lui-même. Guy Mollet fait mieux encore. En juin 1957, paraissait aux éditions Bernard Grasset un petit livre intitulé « Contre-poison ou la morale en Algérie », destiné à faire pièce à la campagne contre les tortures. L'auteur, Michel Massenet, résumait ainsi son programme. Faire taire les Robert Barra, Jean-Jacques Servan-Schreiber, Charles-André Julien. Il avait bénéficié d'une subvention de 500 000 francs que Guy Mollet, qui avait lu et annoté personnellement le manuscrit, avait débloqué sur les fonds secrets. Pour montrer discrètement aux militaires que telle était bien l'opinion du pouvoir, la revue militaire d'information publiait les bonnes feuilles de l'ouvrage précisément aux côtés des déclarations de Guy Mollet que nous avons citées. Ce qu'on fait ici, on le fera en France. Ton Duclos et ton Mitterrand, on leur fera ce qu'on te fait. Et ta putain de République, on la foutra en l'air aussi. Ainsi parlait, selon Henri Allègre, le lieutenant Hurulin, au cours d'une séance de torture. Par quelque biais qu'on aborde le problème des tortures, quel qu'il s'est posé en 1954 ou 58, on débouche le 13 mai. Sur le 13 mai. Il ne s'agit pas là seulement d'une vérité morale. Les hommes qui, à Paris, dès 1956, préparent un changement de régime, l'installation d'un pouvoir fort, que ceux-ci soient ou non dirigés par le général de Gaulle, sont en contact étroit avec des équipes de contre-terroristes d'Alger, eux-mêmes en liaison avec des milieux militaires. C'est ainsi que Michel Debré et Jacques Soustel, notamment, entrent en relation, par l'intermédiaire de Pascal Arrigui, avec l'équipe du docteur Kovacs, responsable à la fois de l'attentat de la bombe de la Casbah, 10 août 56, et de la tentative d'assassinat au bazooka contre le général Salan, 16 janvier 57. Les complots se font plus discrets et les relations moins serrées en 57, précisément parce que l'armée a reçu les pleins pouvoirs à Alger. Il recommence après le bombardement de Sakiet Sidi Youssef en Tunisie, le 8 février 1958, qui vit une fois de plus le gouvernement couvrir les militaires, mais sans exprimer cette totale solidarité que ceux-ci auraient voulu voir manifester à leur égard. Les bons offices des envoyés anglo-saxons, messieurs Murphy et Bailey, apparaissaient comme une promesse de capitulation. Le 10 mai 1958, Jacques Chaban-Delmas, ministre de la Défense nationale du gouvernement démissionnaire de Félix Gaillard et un des comploteurs les plus actifs, est en Algérie et s'adresse à un groupe d'officiers. Je considère qu'il n'y aura plus d'armée française, parce qu'il n'y aura plus de France, si nous manquons l'affaire ici, si nous avons la détermination suffisante, car les moyens matériels sont assurés. Je considère qu'avec 440 000 hommes et bientôt 480 000 hommes, si le prochain gouvernement prend le ballon que nous lui avons lancé sous la forme du maintien de la classe, alors vous aurez 480 000 hommes en face et 20 000 rebelles et une frontière pratiquement étanche, et l'autre qui le sera rapidement si c'est nécessaire. Alors je vous le dis, l'affaire est entre vos mains, entre celles du commandement. Rien ne pourra empêcher l'armée française de demeurer le pilier central de la nation, et si tout cela n'est pas fait, alors, messieurs, nous pourrons pleurer des larmes de sang. À qui le ministre tenait-il ces propos martiaux et prémonitoires? Aux officiers de l'école de contre-guérilla dirigée par le colonel Bijard, l'école où la torture était une matière d'enseignement.
La suite demain. Vous pouvez vous abonner.